En 2050, nous serons 9 milliards, c'est-à-dire 50% d'augmentation en quelques années. Or, ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que nous avons des ressources limitées pour produire notre alimentation. Plus on avance dans le temps, moins la terre disponible pour produire de l'alimentation est importante. Si vous prenez un avion et que vous prenez de la hauteur et que vous vous élevez à quelques kilomètres au-dessus de là où vous êtes, vous allez regarder cette planète et vous allez voir beaucoup d'eau salée, beaucoup d'océans, beaucoup de montagnes, beaucoup de déserts et très peu de surfaces cultivables. En réalité, selon les experts, on a entre 12 et 20% de terres cultivables potentielles sur la planète. Or, on en perd beaucoup. On en perd par l'urbanisation, on en perd par érosion. Et donc la question de demain, c'est comment l'humanité va être capable de produire beaucoup plus d'alimentation parce qu'on sera beaucoup plus nombreux, avec beaucoup moins de ressources, beaucoup moins d'eau, beaucoup moins de terre, beaucoup moins de biodiversité et beaucoup moins d'énergie fossile. Alors, Terra organise un prix tous les ans qui récompense un livre, le meilleur livre écrit sur cette question-là. Et à cette occasion-là, au Salon de l'Agriculture, réunit un colloque avec les auteurs qui ont été nominés. Alors on a décidé, parce que la question qu'on pose, elle va demander l'investissement et la responsabilité et la réflexion de chacun d'entre vous, notamment en particulier tous ceux qui vont avoir un métier qui va se rapprocher de l'agriculture ou de l'alimentation. Alors on a pensé extraire de ce colloque des petits bouts qui nous paraissent intéressants pour vous aider à réfléchir avec vos amis, vos voisins, vos enseignants, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde pour résoudre une question aussi essentielle. Alors, vous allez pouvoir entendre des gens qui ont une grande importance, qui ont été des grands politiques, des grands chercheurs, ou qui le sont toujours, et qui sont des experts reconnus sur les questions qu'on va traiter, les questions de l'agriculture et de l'alimentation. D'abord Edgar Pisani, qui a été un grand résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été le ministre de l'Agriculture de De Gaulle. Vous allez pouvoir entendre Daniel Nahon, qui est l'ancien patron de la recherche française, mais qui est surtout un spécialiste reconnu sur le plan international des questions de sol. C'est un spécialiste du sol. Vous allez entendre Bertrand Hervieux, qui est l'ancien président de l'INRA, la recherche agronomique française, et qui aujourd'hui s'occupe des pays méditerranéens. Et vous allez entendre Mathieu Calam, qui est un agronome plutôt spécialisé dans l'agriculture biologique et qui travaille à la Fondation pour le progrès de l'homme. Alors la première question que nous avons posée, et plus particulièrement à Edgar Pisani et Daniel Nahon, c'est la question majeure, essentielle: est-ce que l'humanité va être capable de nourrir 9 milliards d'habitants sur cette planète d'ici quelques dizaines d'années? Voilà leur réponse. La situation est simple, c'est une équation à résoudre. Vous avez à peu près 2 millions chaque semaine de bouches à nourrir en plus. Il faudrait sortir chaque année 22 millions de personnes qui sont malnutries, on en sort simplement que 6 millions. Et d'un autre côté, vous avez les terres arables. Et elles ne représentent que 22% des terres émergées. C'est-à-dire vous n'avez que 3 milliards de terres arables et vous en détruisez par l'érosion, par maltraitance, par l'urbanisation, 0,5% chaque année. Donc voilà l'équation qu'il faut résoudre, et il faut la résoudre dans les 20 ans à 30 ans maximum qui arrivent. En 2025, c'est-à-dire dans 15 ans pratiquement, l'eau et le sol, ces deux ressources, vont conditionner la production. Donc où on double rapidement la production agricole, et à ce moment-là, il faut trouver d'autres moyens de cultiver. Donc voilà, c'est une équation aussi simple que ça. Les chiffres sont effarants, et pourtant ils sont vrais. Alors, le problème de l'eau et du sol est simple. C'est sous nos pieds, donc c'est invisible. Et quand c'est invisible, on ne se rend pas compte de ce que l'on tire. Or, le sol se meurt et l'eau potable se tarit. Ou on fait quelque chose, ou on va à la catastrophe. À la vérité, les conditions naturelles, démographiques, sont telles qu'il est peu vraisemblable que nous y parvenions. Cela veut dire que c'est seulement au gré d'une mobilisation déterminée, audacieuse, de nature politique, qu'il sera possible d'aller contre les tendances objectives
de cette situation dans laquelle nous sommes. Prenons un exemple. L'Afrique se voit dépouillée par la Chine, par la Corée, par Dubaï, de milliers, de millions d'hectares qui sont détournés de la production alimentaire au profit de Dieu sait quoi. Or, c'est le continent qui connaît le plus d'affamés et qui connaît le développement démographique le plus fort. Attention, si nous ne trouvons pas le moyen d'aller contre les tendances naturelles du marché, nous allons vers la révolution dramatique dans un continent entier. Le monde est-il capable de se doter d'une capacité politique, car le marché seul n'aboutirait pas aux résultats auxquels il nous faut atteindre? Le constat est clair, même très alarmant. Vous avez là le point de vue d'un grand politique et d'un grand scientifique. Nous avons posé la même question à Bertrand Hervieux, qui lui est spécialiste des pays méditerranéens. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pays méditerranéens? Mon sentiment général sur la situation en Méditerranée est un sentiment d'aggravation accélérée de la situation agricole et alimentaire. Le premier facteur, c'est l'extrême dépendance au regard des marchés mondiaux dans laquelle se trouve l'ensemble du bassin méditerranéen. Je rappelle que ce bassin méditerranéen consomme de plus en plus de céréales et importe 70% de sa consommation de céréales. Le jour, évidemment, où les prix explosent sur le marché mondial, il en ressort immédiatement des conséquences sur les prix et sur la situation des populations urbaines. Nous ne pouvons pas nous désolidariser des autres pays de la planète. La question de l'alimentation et la question de la production agricole, elles doivent être gérées à l'échelle de la planète. Et ça ne peut pas être les seules lois du marché qui régissent la question alimentaire. C'est ce que vont nous dire Edgar Pisani et Bertrand Hervieux. Quel est le destin du futur? Et au fond, je suis en train de me demander si il ne nous faudrait pas, à partir de ce que vous avez dit en particulier, tenter de décrire globalement, et en même temps avec autant de précision que possible, quel est le destin du futur de cette humanité qui est assez folle pour détruire ce qu'elle mange. Et à partir de là, faire un contre-modèle. Mais jamais, jamais, les politiques ne prendront la responsabilité qui est la leur s'ils ne sont pas mis en face de la responsabilité telle qu'elle est. Et ils ne peuvent pas s'en désintéresser. Le marché ne résoudra jamais. À lui seul, il est nécessaire comme mécanisme, il est détestable comme loi. Et donc, c'est vraiment les fondements même de l'organisation qui sont en cause. Aurons-nous le courage d'y réfléchir? Et si nous aboutissons à des conclusions, les politiques auront-ils le courage d'en décider? Pendant 30 ans, le discours dominant a consisté à dire à un certain nombre de pays, dont nos voisins de la Méditerranée, qu'il fallait qu'ils se désintéressent et qu'ils abandonnent ces politiques publiques et agricoles, que ça coûtait bien trop cher pour eux, que ce n'était pas fait pour eux, et que tout ça allait s'arranger comme ça, et que maintenant il faut reconstruire de par le monde, à l'échelle locale, aux échelles nationales, aux échelles internationales, une culture de la politique agricole. Une culture, une légitimité, pour ne pas dire une évidence de cette nécessité. Et ça ne va pas de soi. Si nous pensons cette petite partie du monde qui va de la Scandinavie à la péninsule arabique, nous avons 1 milliard d'êtres humains. 1 milliard d'êtres humains avec des différentiels de capacité de production et des différentiels d'accès à l'alimentation qui sont énormes. Est-ce que nous pouvons, nous l'Europe, nous le monde euro-méditerranéen et euro-arabe, penser ce que pourrait être une sécurité des approvisionnements, je ne dis pas une autosuffisance, je dis une sécurité des approvisionnements sur cet ensemble du monde qui, encore une fois, en représentant 1 milliard d'humains,
est un pôle dans un monde multipolaire significatif et qui a des complémentarités immenses, qui lui permet d'échanger, de commercer et de s'avancer. Allons-nous continuer à nous faire tailler des croupières par des fonctionnaires internationaux compétents en matière de commerce mais ignorant tout le reste, ou allons-nous essayer de bâtir autre chose? Il faut donc chercher des voies de construction d'une autre situation. Je ne vais pas dire que j'ai des solutions, mais je dis ce qu'elles pourraient être. Il y aurait 6 ou 7 Europes dans le monde, zones de libre-échange, à l'intérieur, et négociant leurs relations interzones de façon que soit assuré l'équilibre alimentaire du monde. Mais si vous n'avez pas en même temps de vastes zones de libre-échange et un système global d'équilibre, vous ne résoudrez jamais les problèmes qui se posent, car on ne peut pas négocier un équilibre mondial entre 200 États à l'Organisation mondiale du commerce. 200 États ne peuvent pas conclure un accord. S'ils ne sont pas organisés en zones relativement homogènes, avec la volonté de définir un système d'échange, de définir des règles et un système d'échange, on n'avancera pas du tout. Nous n'avons pas les outils de l'organisation mondiale qui équilibreraient les échanges et sauvegarderaient les conditions de production. Les grandes agricultures du monde se sont toutes développées à l'abri de leurs frontières. On a protégé l'agriculture des grands pays comme la Chine, comme les États-Unis ou comme l'Europe, et c'est ça qui leur a permis de se développer. Que ce soit à travers des aides à la production ou que ce soit des aides à travers le soutien au marché. Alors, le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes, à produire leur alimentation est complètement déterminant pour l'avenir de la planète. Un pays ne peut pas être dépendant d'un autre pays pour savoir s'il va réussir à nourrir sa population. Alors évidemment, il y a des complémentarités. On peut exporter, produire pour d'autres pays, alors qu'eux nous produiront peut-être des tomates ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, la règle première, c'est que chaque pays doit être capable de se nourrir lui-même. On le voit bien, que ce soit pour protéger les agriculteurs, ou pour garantir les consommateurs, ou répartir la production agricole sur l'ensemble de la planète de manière harmonieuse, il va falloir disposer de politiques publiques locales. C'est extrêmement important. Et plus encore, et à très court terme, probablement, comme Edgar Pisani l'appelle de ses voeux depuis de nombreuses années, il va falloir une gouvernance mondiale. On ne peut pas gérer la question alimentaire comme on gère la production industrielle. Il y va de la vie des gens, de chaque personne. Chaque personne a le droit de se nourrir et il faut donc des règles pour ça. Et des règles à l'échelle de la planète. Ceci est d'autant plus crucial, ces règles politiques, qu'on va devoir transformer complètement nos méthodes de travail, nos méthodes de production, en préservant les ressources qui sont les nôtres. Cette planète est épuisable, ses ressources sont limitées, il va donc falloir changer nos façons de faire, et pour ça, je vous propose d'écouter maintenant beaucoup Daniel Nahon, ce spécialiste du sol, et qui a été le patron de la recherche française. On ne peut pas arrêter la croissance. On va savoir ce que ça coûte d'arrêter la croissance. Mais il ne faut pas des croissances exagérées. Or, la croissance génère des raretés. Et donc il y a une rétroaction de ces raretés sur la croissance. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à faire, c'est changer la mesure de la performance sociale qui est basée uniquement sur la production, le PIB. Il faut donner un prix à l'eau, un vrai prix à l'eau. Un prix à l'air, un prix à la forêt. Ces prix vont arriver, mais ils vont arriver peut-être trop tard. Vous savez, quand je vous disais on pompe l'invisible, les grands aquifères qui ont fait du Kansas au Texas, des plaines à blé, des plaines à céréales, on l'exploite, on paie les agriculteurs, on leur enlève des taxes lorsqu'ils font des forages. Mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on exploite 8 fois plus vite que ça se régénère. On est en train d'assécher la terre de l'intérieur. Nous ne pouvons plus produire notre alimentation
sans tenir compte de l'écosystème général dans lequel nous sommes et sans prendre en compte la gestion des ressources vitales que sont l'eau et le sol. Écoutons ce que Mathieu Calam, l'agronome, a à dire sur le modèle qui a été le modèle de production de ces dernières années. Je pense que le virage technique et notamment les modes d'agriculture et d'alimentation qu'on a privilégiés à partir du milieu du XXe siècle est un désastre absolu. Agronomiquement, on est retourné au néolithique puisqu'on fait de la monoculture, sauf au lieu d'utiliser la fertilité de la forêt brûlée, on utilise celle du pétrole. Le système est très simple, on a du pétrole, on fait de la monoculture ou des cultures annuelles qui ne protègent pas les sols, et puis on bouffe de la céréale ou du soja transformé en poulet ou directement. Donc c'est absolument désastreux. Ce qui rend très optimiste, ça veut dire que les marges de progrès sont gigantesques. Mathieu Calam, il va un peu fort. Depuis toujours, les solutions d'hier sont les problèmes de demain. C'est-à-dire qu'à une époque, on fait avec ce qu'on sait, avec notre connaissance du monde, avec notre connaissance scientifique. Et à l'époque des années 50, quand on a conçu ces modèles, on avait une vision du monde qui était celle-là. Alors, c'est sûr que ce modèle n'est plus pérennisable, on ne peut pas continuer comme ça, mais en même temps, il a eu le mérite de nourrir 5 milliards d'habitants sur cette planète, c'est-à-dire de développer la production agricole. Ceci étant, sur le fond, il a raison, si on continue avec cette méthode de monoproduction intensive, on court à la catastrophe. D'autant plus que la façon dont nous produisons notre alimentation a des conséquences sur le reste de la planète. Et je vous invite à regarder l'exemple que donne Daniel Nahon sur le rapport qu'il y a entre la façon de produire notre alimentation et l'agriculture et le climat. Je vais vous faire juste une petite démonstration très simple. Vous savez que c'est un monsieur qui s'appelle Healing qui a montré que ces courbes du CO2 augmentaient, que les courbes de température allaient en même temps. Quand on les regarde de près, ces courbes ne sont pas lisses, elles sont en dents de scie. Ces dents de scie correspondent, la tendance est effectivement une inflexion vers le haut, ça correspond au fait qu'on mesure le CO2 au printemps et qu'on le mesure à l'automne. Et donc cette chute, c'est la photosynthèse. Elle fait chuter de quelques ppm partie par million, c'est-à-dire grammes par tonne de CO2. Mais quand on va dans l'hémisphère nord et dans les forêts décidues, ça il a mesuré bien entendu on a l'eau. Ah ouais. Quand on va, on voit que ces dents de scie sont de plus en plus nombreuses. Et on voit que cette inflexion par photosynthèse est de 15 parties par million. Or, depuis 50 ans, le CO2 a augmenté en moyenne de 10 ppm par an. Ce qui veut dire qu'en tenant compte des forêts et des sols, en les restaurant, on peut régler plus de la moitié de l'excès de CO2 de la planète. Le plus grand moteur du monde est le sol. Il émet du gaz carbonique, du méthane, l'oxyde nitreux, dont l'effet de serre est 250 fois celui du CO2, la vapeur d'eau, et il en capte autant. C'est donc lui qu'il faut réguler en premier. C'est le plus grand moteur du monde. Nos sols s'épuisent plus vite qu'ils ne se reconstituent. Entre les sols qui sont consacrés à l'urbanisation, l'érosion, l'accroissement démographique, on dispose de moins en moins de sols pour se nourrir. Un terrien, au début des années 60, disposait d'à peu près un demi-hectare pour se nourrir. En 2050, il disposera d'environ 0,15 hectares, c'est-à-dire beaucoup moins. Ça veut dire qu'il faut considérer cette ressource épuisable, qu'est le sol, comme un bien commun de l'humanité. Mais attention, il est beaucoup plus difficile de réparer que de mieux gérer. Un sol qui a été épuisé, il va falloir des dizaines, des centaines, voire plus d'années pour le reconstituer. Donc nos méthodes doivent changer et doivent s'adapter à cette connaissance-là qu'on a des sols. En même temps, Daniel Nahon nous attire notre attention sur ce qui paraît être des solutions et en fait qui n'en sont pas. Écoutez-le. Moi je suis un humaniste et je crois donc au progrès, à l'intelligence et je crois en l'homme. Donc en cela, je suis optimiste. Mais là où je m'insurge contre les optimistes, c'est quand je lis dans certains livres des gens qui disent « il est très simple de redonner de la fertilité au sol ». C'est faux. C'est faux. Parce que quand on tue un sol, il est très difficile de rendre la vie à un sol. La dernière glaciation, il y a 10 000 ans, la fin de la grande glaciation qui a duré 130 000 ans,
avec des va et des viens, il y a 10 000 ans, a raboté la plupart des sols d'Europe septentrionale. Aujourd'hui, les sols fertiles d'Europe septentrionale de 1 à 2 mètres d'épaisseur ont 10 000 ans. Ce qui vous donne une idée de ce qu'il faut pour créer un sol fertile. Une fois que vous détruisez une forêt, il vous faut 1000 ans pour rééquilibrer la matière organique. Or, la fertilité du sol, ce n'est pas les intrants, c'est la matière organique. Alors, j'entendais des gens qui disaient, mais on a l'océan, c'est vrai, 1320 millions de kilomètres cubes, on va dessaler. Alors, pour dessaler, il faut savoir ce que ça veut dire, dessaler pour avoir de l'eau potable. Dessaler, pour 1 mètre cube d'eau potable, par effet thermique, on obtient à peu près l'équivalent d'1 mètre cube de saumure. Et par membrane osmose inverse, on fait progrès tous les jours, pour 1 mètre cube, c'est 9 mètres cubes de saumure, à peu près. Ça coûte de l'énergie. Et les saumures, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on en fait? On les remet à l'eau. Et là, toute l'écologie est détruite, plus tout ce qui a circulé dans les tuyaux des usines. Il y a plein de métaux là-dedans. Donc, ce n'est pas la solution. C'est bien notre façon de penser, d'agir, de voir le monde que nous allons devoir changer. Et que nous soyons agriculteurs, techniciens, chercheurs ou même simples consommateurs. À force de dire on raisonne en physique, on raisonne en chimie avec au milieu la séparation qui est la molécule, on raisonne en géologue, en botaniste, c'est fini. Il faut se poser des questions de manière globale. Quel problème voulons-nous résoudre? Voilà. Quel est notre objectif? Et à partir de là, il nous faut un ensemble de compétences pour régler un problème. Parce que A joue sur B, qui joue sur C, et il y a toujours une rétroaction de C sur A. Il n'y a que des fluctuations. Rien n'est linéaire. Si tout était linéaire, l'homme qui descend du singe, il n'y aurait plus de singes. Or, il y a des hommes et des singes. Voilà, le reptile qui descend du poisson, il y a encore des poissons, des reptiles. Et les oiseaux qui descendent des reptiles, il y a encore des reptiles et des oiseaux. Donc, c'est des fluctuations. Mais rien n'est linéaire. Donc il faut regarder les problèmes de façon globale, hein, et c'est une urgence. Il faut reconcevoir la façon de faire notre recherche. Il faut dire aux chercheurs que je suis, hein, et puis je les ai connus, j'ai été directeur général de la recherche, je les connais, on s'enferme dans une tour d'ivoire, et c'est fini. Il faut arrêter, il faut regarder les problèmes dans leur ensemble. On ne peut plus cultiver comme on fait, parce qu'on tue le sol. Il faut garder un sol vivant. Le sol est vivant. Hein. Sous prairie, la vie en poids vif qui est dans le sol, c'est l'équivalent par hectare de 500 moutons. Dès que vous cultivez, vous divisez par 5. Et alors, ici, dans cette salle, il y a à peu près 21% d'oxygène. Si moi, je vous enlève la moitié de ces 21%, vous allez tous avoir des malaises. Là, dans le sol, les intrants, tous les pesticides, c'est exactement pareil. Vous changez le pH. C'est-à-dire, une unité pH, vous changez de 10 fois l'acidité du sol, dans un sens ou dans l'autre. Donc, vous détruisez la vie. Daniel Nahon nous exhorte à un changement profond. Et cela concerne chacun d'entre nous, y compris dans notre manière de nous alimenter. Écoutez-le, vous allez voir, vous ne prendrez plus votre café de la même manière. On est quand même vissé dans nos traditions. Donc il faut chambouler tout ça. Il faut arrêter, changer nos pratiques agricoles, nos pratiques culturelles. Il faut manger moins de viande. 1 kilo de viande, pour produire 1 kilo de viande, il faut entre 20 et 30 000 litres d'eau. Quand vous buvez un petit café, là, le café que je bois, pour produire ce café, je bois 140 litres d'eau. Donc il faut savoir ce que ça coûte. Il faut donc changer nos habitudes. Pour tout ce qui touche l'alimentation, l'agriculture et plus généralement la nature, nous allons devoir changer la façon dont nous exerçons nos métiers, la façon dont nous nous alimentons et même la façon dont nous allons éduquer nos enfants, dont vous allez éduquer vos enfants. Chacun d'entre nous le sait, un changement est difficile. Quand vous voulez changer quelque chose, même à titre personnel, c'est pas facile. C'est pas facile de se lever plutôt que de rester couché ou de rester devant la télévision.
Mais cette fois, l'enjeu est considérable. C'est-à-dire que la façon dont on va prendre à bras le corps ce changement va déterminer le futur de la société dans laquelle nous allons vivre et dans laquelle nos enfants, nos petits-enfants vont vivre. Le problème n'est pas seulement l'articulation des connaissances interdisciplinaires, c'est l'articulation des politiques, des politiques qui embrassent tout. Et ça, c'est tout à fait possible. Et comme ça a été fait, ce sera fait. Alors après, la seule question, c'est est-ce que ça se fera pacifiquement ou pas pacifiquement? Et là, c'est une vraie question politique. C'est là qu'on est effectivement inquiet quand on voit que la seule réponse dans la panique, c'est de dire tiens, je vais aller acheter des terres à Madagascar. Ça, effectivement, on a une petite inquiétude. Néanmoins, il faut affirmer que c'est faisable, il faut montrer que ça a été fait dans le passé, et donc de dire ceux qui ne le feront pas, les pessimistes, sont ceux qui préparent les pires des guerres. Et je rappelle quand même que le fondement du nazisme, c'est un pessimisme fondamental sur la capacité des hommes à se nourrir et la théorie du Lebensraum, de l'espace vital. Puisqu'on ne nourrira pas tout le monde, il est normal que la race des seigneurs anéantisse la race des esclaves. Les pessimistes amèneront nécessairement et justifieront le pire. Donc nous sommes condamnés à l'optimisme pour aller vers le progrès. La question alimentaire est d'une gravité absolue. Un peuple ne peut pas mourir de faim et rester inerte. Tous les grands dérèglements des sociétés sont intervenus à la suite de famines ou parce que des gens ne pouvaient pas s'alimenter correctement. Donc la question de l'alimentation est une question absolument déterminante et grave. Ceci étant, en guise de conclusion, je vous invite à écouter l'échange entre Edgar Pisani et Daniel Nahon, un échange malicieux qui porte des éléments de réponse. Moi, je crois beaucoup en l'intelligence de l'homme, dans sa globalité. Et on est beaucoup plus intelligent quand on est multiple que quand on est simple. Un neurone ne fait pas l'intelligence. Des milliards de neurones font l'intelligence. C'est donc le multiple. Et ce que je racontais souvent, c'est qu'en science, le multiple n'est pas l'addition du simple. Quand vous prenez un atome avec ses forces nucléaires et ses forces électromagnétiques, quand vous mettez une société d'atomes, vous avez une force de plus, c'est la gravitation. Donc le multiple entraîne de nouvelles forces. L'union fait la force. Vous avez dit des choses passionnantes que je résumerai en une phrase. On sait et on ne fait pas. Comment faire? Monsieur Pisani, l'homme est fait de telle façon qu'on sait, on prend conscience de ce qu'il faut faire et on met 30 ans avant de faire. Or aujourd'hui, ces 30 ans, c'est ce qui nous reste comme temps pour résoudre les problèmes. Voilà, alors le propos de conclusion de Daniel Nahon est certainement, comment dirais-je, angoissant, un peu flippant. Mais en gros, il nous reste une trentaine d'années pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes déterminants pour l'avenir de l'humanité. On ne peut plus taper dans les ressources comme on le faisait, on ne peut plus épuiser nos sols ou utiliser l'eau à mauvais escient. Et en même temps, on doit se soucier de la capacité de tous les pays à produire leur alimentation. Alors, ça implique la responsabilité de tout le monde. Ce que dit Daniel Nahon, c'est qu'on est plus fort à plusieurs. Mais curieusement, dans l'histoire, à chaque fois que l'humanité a été confrontée à un problème, elle a su le résoudre parce qu'il y a eu une sorte de prise de conscience et que chacun a pris ses responsabilités, qu'il soit consommateur, qu'il soit agriculteur ou qu'il soit chercheur. L'humanité, c'est vous, c'est moi, c'est vous. Et c'est nous qui allons résoudre ça en nous préoccupant de ce problème de manière sérieuse. On a 30 ans et pas plus. Ça veut dire qu'il faut prendre en compte dans notre vie quotidienne et dans l'exercice de notre métier les changements qui sont à mettre en œuvre. Et ça a un côté inquiétant, mais ça a aussi un côté exaltant. C'est quand même extraordinaire de se dire que la façon dont on va exercer son métier ou la façon dont on va éduquer ses enfants va peser sur l'avenir de cette planète et sur l'avenir de l'humanité. C'est quand même plus excitant de vivre avec cette idée-là que ce qu'on fait chaque jour et que la responsabilité individuelle qu'on a et collective pèse dans l'avenir du monde. Voilà, j'ai envie de vous dire, l'humanité en a vu d'autres, a résolu des problèmes tout aussi graves dans son histoire et nous sommes l'humanité, vous êtes l'humanité. Alors Edgar Pisani dit on sait et on ne fait pas. Ben, maintenant nous savons, vous savez, il nous reste à savoir comment nous allons pouvoir agir les uns et les autres.